plus, mais vous inquiétez pas, on va commencer là tout prochainement. En fait, il est déjà 35, donc je vous propose qu'on commence la conférence. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes qui êtes là, qui vous êtes connectés, qui sont venus pour cette soirée. Donc, nous allons animer ce soir une conférence sur le concept d'impunité et on a la chance d'être réunis ici grâce à l'ONG Anneked, dont nous avons plusieurs membres qui sont présents ce soir. Et j'aimerais, pour commencer cette soirée, laisser la parole à Nana Jo Ndao, qui est donc la fondatrice et directrice générale de l'association, pour qu'elle vous explique la mission de cette ONG, sa fondation et sa vocation. Alors, je laisse la parole à Nana Jo. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous pour ce séminaire à l'occasion de la Semaine des droits humains à Genève. C'est un séminaire qui promet d'être animé grâce à nos intervenants de grande envergure. Alors, je me présente, je m'appelle Nana Jo Ndao et je suis la fondatrice et directrice générale d'Anneked, le réseau africain contre les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. C'est une ONG menée par des militantes des droits de l'homme et victimes de disparitions forcées. Comme le nom l'indique, nous faisons campagne contre ces violations des droits de l'homme en utilisant une approche centrée sur les victimes. Le séminaire d'aujourd'hui tombe dans le cadre de notre projet de mémorialisation des Duty to Remember, qui a pour but de commémorer les victimes de disparitions forcées et exécutions extrajudiciaires sous la dictature de Yahya Jammeh, ainsi que d'empêcher le développement d'idées révisionnistes, comme cela peut être le cas dans un cadre post-conflit ou dictatorial. Donc, l'idée de départ était de déplacer temporairement cette exposition commémorative dans plusieurs villes, y compris Dakar, Accra, New York, Stockholm, où il y a une grande diaspora gambienne, et Genève. Hélas, la pandémie en aura décidé autrement. Cependant, grâce à nos collaborateurs, Trial International, l'Université de Genève et l'UPAF, nous avons pu aller de l'avant avec Genève, qui est le berceau des conventions de Genève et du Conseil des droits de l'homme, d'autant plus que Kousman Sanko, ancien ministre de l'Intérieur de Gambie et complice de l'ancien dictateur Yahya Jammeh, est emprisonné en Suisse dans l'attente d'un procès pour crime contre l'humanité. Il s'agit là d'un des rares cas où la Suisse fait usage de la compétence universelle pour juger une personne, et ce cas sera d'ailleurs abordé aujourd'hui parmi d'autres. Je vous remercie de votre présence. Je prends l'opportunité aussi de remercier mes collègues qui ont travaillé énormément pour l'organisation en fait de notre événement et du séminaire aujourd'hui. Et je remercie aussi les intervenantes pour leur disponibilité. Je me réjouis d'entendre ce qu'elles ont à dire. Je vous invite à visiter notre exposition commémorative c'est une exposition virtuelle en 3D, disponible en ligne, bien sûr. Ma collègue vous passera l'adresse email. Et sur ce, je donne la parole à notre cher modérateur pour qu'il prenne le relais. Merci. Merci beaucoup, Nana Jo. Alors, avant de passer à la présentation des différentes intervenantes qui vont animer cette conférence, j'aimerais simplement vous partager les règles pour poser des questions, puisque cette conférence se veut interactive. Mais comme c'est très compliqué que chacun et chacune prenne la parole, nous vous invitons à noter toutes les questions que vous avez ou que vous auriez dans le chat. Et après, elles vont m'être communiquées pour qu'on puisse les poser directement aux intervenantes. À la fin de la conférence, il y aura 15 minutes qui vont être dédiées aux questions directement du public. Et là, on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser vos questions directement avec votre vidéo et avec votre micro. D'accord? Donc, de toute manière, ça va être rappelé dans le chat. Alors, maintenant, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter les intervenants de la soirée. Et comme le disait Nana Jo plus tôt, on a vraiment de la chance parce qu'on a de nombreuses intervenantes qui ont un parcours impressionnant. Et pour commencer, j'aimerais vous présenter Dalila Seoane, qui est notre intervenante internationale de la soirée. Elle vient d'Argentine. Elle a eu une longue expérience dans ce pays, mais aussi en Colombie. Elle maîtrise bien la perspective féministe sur les questions des crimes contre l'humanité.
et elle est actuellement conseillère juridique principale chez Civitas Maxima. Alors, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse nous expliquer son rôle à Civitas Maxima et aussi si elle peut nous expliquer le rôle de cette ONG, sa vocation et sa mission. Dalila. Bonsoir à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de faire partie de ce panel avec des femmes formidables. Désolée, je vais parler en anglais pendant ma présentation parce que mon français n'est pas très bon. So I will switch here. I work for Civitas Maxima. It's an NGO based in Geneva. We are a group of lawyers and investigators that represent victims of international crimes such as war crimes and crimes against humanity in Liberia, Sierra Leone, and Ivory Coast. And we use extraterritorial jurisdiction, including universal jurisdiction, to litigate our strategic litigation cases. Merci beaucoup, Dalila. Si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, parce que comme notre intervenante ici est internationale et elle parle en anglais, il y a la possibilité aussi de faire un résumé en français. Donc, si vous voulez vous manifester dans le chat, c'est une possibilité. Sans plus attendre, je passe à la prochaine intervenante qui s'appelle Emeline Escafit. Elle est actuellement conseillère juridique pour le programme Procédure et Enquête internationale de Trial International. On a de la chance de l'avoir avec nous ce soir parce qu'elle connaît bien la Gambie. Elle s'est rendue plusieurs reprises dans ce pays, notamment dans le cadre des enquêtes qui vont être abordées ce soir. Donc, elle a une bonne expertise du terrain et de ce pays qui nous intéresse. Ça, c'est réellement la chance qu'on a de l'avoir avec nous. J'aimerais lui laisser la parole aussi pour qu'elle nous explique son travail au sein de l'organisation pour laquelle elle travaille et son parcours. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier Anneked pour sa participation et les autres panélistes que j'ai la chance de rejoindre aujourd'hui. Je suis conseillère donc, juridique au sein de l'organisation Trial International qui a pour mandat de lutter contre l'impunité des crimes internationaux. L'ONG a plusieurs programmes, dont un programme Procédure et Enquête internationale qui donc enquête sur des suspects de crimes internationaux et dépose des plaintes pénales, notamment sur le principe de compétence universelle dont j'ai la chance de pouvoir vous parler ce soir et dont j'illustrerai mon propos avec le cas Ousmane Sonko. Alors, vous avez déjà remarqué, je pense qu'on a vraiment des experts dans leur domaine. Donc ça, c'est vraiment la valeur qu'on a pour cette conférence ce soir, puisqu'elles vont vraiment pouvoir vous exposer aussi tous les aspects techniques de ce sujet qui est forcément un peu complexe, mais on a vraiment des gens très qualifiés, donc ça, c'est notre chance. La prochaine intervenante, elle s'appelle Catherine Wellhammer. Elle est donc directrice du programme de justice nationale au sein de Justice Rapid Response. Elle a aussi travaillé pour le département des affaires étrangères, donc c'est intéressant parce qu'elle a une double expérience au sein à la fois d'une institution gouvernementale et aujourd'hui internationale. Donc, c'est aussi un plus. Ses domaines d'expertise sont les droits humains, le droit pénal international et le droit international humanitaire. Et on peut penser que ça va forcément enrichir la discussion de ce soir. Donc, comme pour les autres intervenantes, je vous laisse la parole pour que vous puissiez nous expliquer le rôle et la mission de votre organisation et votre rôle personnel dans cet organisme. Merci William. Alors j'aimerais me joindre à mes collègues pour remercier chaleureusement Anneked pour la fabuleuse exposition qui est en ligne, mais aussi pour l'invitation aujourd'hui. Donc effectivement, je travaille pour Justice Rapid Response, JRR, qui est une organisation basée à Genève, qui grâce à son pool d'experts, de maintenant plus de 700 experts de partout dans le monde, soutient les efforts de la communauté internationale pour tout ce qui est justice relative aux crimes internationaux. Donc, c'est du soutien au niveau des organisations internationales, du soutien au niveau des États, mais aussi des ONG. Et donc, comme William le disait, je suis chargée du programme Justice nationale, dans lequel nous soutenons un nombre de pays, y compris la Gambie. Merci encore pour l'invitation ce soir. Merci à vous d'être présente. Et la dernière intervenante de la soirée, elle a un parcours impressionnant, c'est Laurence Boila.
Alors, ça me demanderait un peu trop de temps de vous raconter tout ce qu'elle a fait en lien avec la poursuite des crimes de guerre, tant son expérience est riche et large. C'est la seule intervenante de la soirée qui travaille actuellement pour une institution gouvernementale puisqu'elle est procureure du canton de Vaud, mais elle est aussi membre du pool d'experts de la promotion de la paix civile et conseillère pour Justice Rapid Response. Vous voyez, ses compétences sont larges et elle a dédié une grande partie de sa vie à la question des crimes de guerre et contre l'humanité. Elle nous fait l'honneur d'être ici parmi nous ce soir. Alors, Laurence, je vous laisse la parole. Je sais que vous avez beaucoup d'activités différentes. Peut-être c'est à vous de décider laquelle vous aimeriez mettre en avant, peut-être aussi en lien avec le sujet du soir. Je vous remercie de me donner la parole et je remercie également les organisatrices d'avoir convié une personne du monde opérationnel, un procureur, à ce genre de séminaire, puisque c'est vrai que nous sommes plutôt d'habitude dans l'ombre. Nous avons peu la possibilité de nous exprimer sur le sujet. Je suis ici essentiellement parce que j'ai été chargée de mettre sur pied et de diriger de 2012 à 2015 ce que l'on a appelé le Centre de compétences du droit pénal international au sein du ministère public de la Confédération, donc si vous voulez le parquet fédéral suisse. Donc j'aurai certainement l'occasion de vous expliquer un petit peu les expériences que nous avons faites dans ce contexte. Et à cette expérience opérationnelle nationale s'ajoutent effectivement quelques missions que j'ai accomplies, missions d'enquête pour l'ONU, notamment en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire. Et puis j'ai travaillé également avec Justice Rapid Response sur le programme complémentarité dont nous parlerons certainement également au Mali. À cela s'ajoute encore depuis quelques années le fait que je sois membre de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits qui est donc basée sur les conventions de Genève. Vous voyez, beaucoup d'expertise justement sur la question, donc on ne vous a pas menti, on a de très très bonnes intervenantes pour la soirée. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Et ce que je vous propose, c'est que je vais commencer avec une question pour Emmeline, une question technique, mais qui va finalement expliquer toute la démarche aussi autour de l'impunité, de ce dont on va parler ce soir, c'est la notion de compétence universelle. Donc, j'aimerais poser la question à Emmeline, si elle pouvait nous expliquer ce qu'est la compétence universelle, comment elle est utilisée aujourd'hui et comment aussi son organisation, Trial International, en fait usage dans les différentes missions qu'elle se donne. Voilà. Alors, merci beaucoup, William. Effectivement, traditionnellement, les États sont compétents pour poursuivre et pour juger les auteurs de certaines infractions lorsque l'infraction est commise sur leur territoire ou lorsque l'auteur ou la victime est ressortissant de cet État. La compétence universelle s'écarte de ces critères qu'on va considérer comme des critères traditionnels, puisqu'elle permet à un État de poursuivre et de juger un auteur des crimes les plus graves, même si le crime n'a pas été commis sur le territoire et même si l'auteur et la victime ne sont pas des nationaux de cet État. Alors, la compétence universelle, elle s'est largement répandue après la Seconde Guerre mondiale et elle se centre sur les crimes internationaux. On a considéré que ces crimes étaient tellement graves qu'ils touchaient la communauté internationale dans son ensemble et la compétence universelle a ensuite été précisée et codifiée dans certains instruments juridiques internationaux. Et il est vrai que la compétence universelle, elle est parfois le seul recours pour les victimes afin d'obtenir justice, puisque la Cour pénale internationale, par exemple, présente certaines limites en matière de cadre spatio-temporel. Alors en Suisse, la compétence universelle, elle est reconnue pour les crimes internationaux tels que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le génocide, mais également la torture. Et elle est subordonnée à un critère qui est la présence de l'auteur sur le territoire suisse. À votre deuxième question, donc, comment l'organisation Trial International utilise la compétence universelle, comme j'ai pu le mentionner dans le cadre de mon introduction, Trial International dispose d'un programme, procédure et enquête internationale qui vise à enquêter sur des suspects de crimes internationaux et déposer des dénonciations pénales
ou des plaintes pénales devant les juridictions de ces États et notamment en Suisse. Alors, j'aimerais aussi préciser que si les autres intervenantes veulent réagir, sentez-vous tout à fait libre de prendre la parole pour compléter ce qui a été dit. J'ai juste une question qui me vient à l'esprit, Emeline, dans le cadre de votre organisation. En fait, pourquoi est-ce que l'État national, par exemple ici la Suisse, n'a pas simplement déposé plainte ou s'est chargé du dossier? Pourquoi est-ce qu'une organisation comme la vôtre doit venir faire ce travail de dénonciation? Alors souvent parce que l'information nous est disponible avant. C'est vrai qu'il est difficile de monitorer. Nous disposons d'un réseau qui nous permet d'avoir certaines informations et de pouvoir établir certains faits. Il est vrai que nous menons des actes d'enquête afin de s'assurer des informations et donc de déposer. Les autorités en Suisse peuvent ouvrir une enquête contre ces auteurs. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Alors, la prochaine question que j'aimerais poser, elle est adressée à Catherine. Et c'est une question par rapport aux avantages et aux difficultés qui sont rencontrées dans l'application, très spécifiquement de la compétence universelle qui vient d'être énoncée, et aussi le rôle de votre organisme JAA dans ce processus de justice. Donc, quelles sont en fait les difficultés qui sont rencontrées par les États et aussi par les experts de Justice Rapid Response? Donc, je vais commencer par les défis et les difficultés, même si vous avez aussi demandé par rapport aux avantages. Mais je pense que l'application de la compétence universelle présente un nombre vraiment assez grand de défis. Mais par souci de temps, je vais peut-être juste en mentionner 3 qui me paraissent les plus importants ou aussi qui sont les défis que nous rencontrons le plus souvent dans le contexte de notre soutien aux autorités nationales pour tout ce qui est enquête et poursuite de crimes internationaux. Le premier, c'est que les victimes des crimes poursuivis sont loin géographiquement, mais aussi potentiellement culturellement parlant, du processus de justice. Et cela est loin d'être idéal parce que dans la mesure où les victimes sont censées être au centre de la lutte contre l'impunité pour les crimes internationaux, cela implique notamment que les autorités qui sont loin donc des victimes ne pourront probablement pas mettre en place les dispositifs nécessaires pour assurer la protection des victimes et des témoins, d'assurer non seulement leur protection en termes physiques, mais aussi le soutien psychosocial qui sera peut-être nécessaire. Et je pense que ce défi, donc, n'est pas seulement une question de distance géographique, mais aussi sur le plan culturel. Et je pense notamment, par exemple, à la question des peines. Il peut être très difficile pour des victimes qui auraient l'habitude de voir, par exemple, des peines lourdes imposées dans leur propre juridiction pour des crimes de gravité moindre que les crimes internationaux, voire des peines beaucoup moins sévères appliquées dans le pays où la compétence universelle a pris action. Surtout je pense notamment au contexte où la justice se focalise plus sur la réhabilitation des criminels que la question punitive. Le second gros défi, et je crois que c'est ça quelque chose qui revient systématiquement, c'est la question des preuves, le recueil des preuves. Et je parle non seulement des preuves dans le cadre de ce qu'on a besoin pour prouver que le crime a été commis, mais aussi la question des preuves pour lier les auteurs présumés au crime en question. Les crimes internationaux sont difficiles à prouver, donc cette question de preuve devient très importante. Et c'est déjà difficile quand les crimes ont eu lieu dans le pays où la justice a lieu, mais si en plus il y a cette distance géographique où les enquêteurs sont loin du lieu de la commission des crimes, sont loin de la résidence des victimes et des témoins, le défi devient encore plus grand. Et je pense que le troisième défi que j'aimerais quand même souligner, même si j'aimerais pas prendre trop de temps, mais qui s'adresse peut-être pas seulement à la compétence universelle, mais à tous les États qui essayent de poursuivre les crimes internationaux, sont relatifs à la question de la stratégie de poursuite et la construction des cas. C'est quelque chose qu'on voit systématiquement dans le soutien que Justice Rapid Response offre aux autorités nationales à travers le monde. Et je pense vraiment que ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux pays qui sortent d'un conflit ou d'une dictature.
ou qui sont en transition, c'est vraiment quelque chose que tout procureur, même en Europe, voit des difficultés. Donc, vous m'avez posé la question de comment Justice Rapid Response peut, à travers ses experts, quel genre de défis on trouve et comment on peut les soutenir. Je pense qu'une chose que j'aimerais dire, c'est que surtout par rapport à cette question de preuve, c'est très important que les autorités qui appliquent la compétence universelle puissent travailler avec toutes sortes de différents acteurs, que ce soit les ONG au niveau international comme Trial International ou Civitas Maxima, mais aussi les ONG locales, mais aussi les autorités du pays en question. Et donc, pour vous donner un exemple, c'est très important, par exemple, pour un pays comme la Gambie, qui a des capacités très limitées en termes de poursuite pour ces crimes, tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont poursuivi auparavant, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont dû faire dans le passé. Nous, on soutient donc la Gambie à différents niveaux depuis 2 ans, non seulement au niveau des procureurs gambiens, mais aussi de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Et ça peut être ça peut permettre une meilleure collaboration entre les autorités nationales et les autorités suisses, par exemple, qui vont avoir des difficultés à mettre la main sur les preuves dont ils auront besoin pour établir la responsabilité de quelqu'un comme Ousmane Sonko, par exemple. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, juste parce que, oui, pas pour le temps. Oui, c'est gentil. Alors, en fait, effectivement, la question était quand même assez ouverte, assez large, donc c'est normal que vous preniez le temps pour y répondre. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que face aux défis logistiques, matériels, de l'application de la compétence universelle, ce que vous dites, c'est qu'il faut d'autant plus de coopération entre les différents acteurs, si j'ai bien compris. Il faut une coopération vraiment entre tous les acteurs, mais je pense que pour que cette coopération soit efficace, il faut aussi que tous ces acteurs soient bien équipés pour faire ce travail. Donc, je pense notamment, comme j'ai dit, aux ONG, que ce soit internationales ou locales, mais aussi, dans certains cas, et je pense par exemple à la situation de la Syrie et au Myanmar, aussi les organisations et les mécanismes internationaux qui sont mis en place. On sait qu'il y a des mécanismes indépendants qui ont été mis en place pour ces 2 situations. Il faut que tous ces acteurs soient équipés pour pouvoir coopérer avec des autorités comme celle en Suisse. Et quelque part, c'est un peu la vision et le but de Justice Rapid Response, c'est que là où il y a des besoins au niveau de ces acteurs, qu'on puisse à leur demande travailler justement sur ces besoins et avec eux identifier des experts du roster de Justice Rapid Response pour les aider à s'assurer qu'ils ont tous les outils à disposition pour pouvoir donner de l'information et pouvoir documenter et enquêter sur les crimes internationaux. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question que j'aimerais pouvoir poser, elle est adressée à Laurence. Donc, Laurence, vous avez énoncé au début de la conférence que vous avez travaillé pour le bureau du procureur général de la Confédération jusqu'en 2015. Et vous étiez justement dans cette unité des crimes de guerre, donc reliée notamment à la notion de compétence universelle. Est-ce que vous pourriez nous dire brièvement ce que vous retenez de positif, peut-être les limitations, les frustrations que vous avez rencontrées dans cette expérience professionnelle? J'ai envie de vous dire, pour répondre à votre question, que ce qui était positif en 2011, c'est que tout était à faire en Suisse, puisque la Suisse venait d'introduire dans sa législation nationale les dispositions du statut de Rome. Donc finalement, si vous voulez, 2011, ça a été la période charnière pour la Suisse, pour la mise en œuvre de la compétence universelle. Jusqu'à présent, il faut comprendre en résumé que jusqu'à présent, seule la justice militaire s'occupait des crimes internationaux et seul un procès s'était tenu devant les autorités militaires en 2001 relatif au génocide rwandais. Donc, je le dis de façon positive, tout était à faire en 2011. Le côté négatif des choses, c'est que j'ai envie de dire qu'en 2020, très peu a été fait, malheureusement. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais pour rebondir aussi sur ce qui a été dit jusqu'à présent,
j'aimerais dire que ce qui était positif avec la mise en œuvre de cette compétence universelle, c'est que nous avons pu donc mettre sur pied au sein du parquet fédéral une unité des crimes de guerre qui s'est faite avec un nombre restreint de personnes, puisqu'en définitive, on s'est retrouvé à 2 procureurs et 2 juristes ainsi qu'un collaborateur administratif. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le côté positif de la chose, c'est que tout le monde était très motivé. Je dois dire aussi que tout le monde était compétent. On avait la chance d'avoir en particulier, mon collègue procureur et moi, des juristes qui avaient une formation spéciale en droit pénal international, dont une des collaboratrices que je salue au passage parce que je crois savoir qu'elle est dans la salle à nous écouter. Bref, donc il y avait un réel enthousiasme à mettre sur pied cette nouvelle compétence. On avait aussi fait en sorte d'avoir du personnel qui couvrait différentes langues, qui avait encore une fois différentes compétences, puisque les procureurs, mon collègue et moi, on était plutôt des gens du terrain, de l'opérationnel. On avait aussi des gens qui venaient de la justice militaire. Moi-même, j'ai travaillé jusqu'à présent aussi au sein de la justice militaire. On avait des gens qui avaient l'expérience des missions à l'étranger et on a pu compter aussi sur 4 enquêteurs de la police judiciaire fédérale qui, eux, avaient aussi cet enthousiasme et cette expérience, ces compétences. Donc, tout allait bien, si vous voulez, et j'aimerais relever ici que ce qui est bien allé, c'est que très rapidement, nous avons reçu des cas à traiter. Ces cas, j'aimerais dire, pour compléter ce qui a pu être dit par les ONG, qu'effectivement, l'essentiel des dénonciations nous est arrivé par le biais d'ONG, en particulier en Suisse, où elles sont établies Trial et Civitas Maxima. Il faut comprendre toutefois qu'on a aussi la possibilité, puisqu'on a une poursuite d'office, pas uniquement sur plainte, dans ces cas-là, on avait la possibilité aussi de sortir des affaires par d'autres biais. En particulier, il faut savoir qu'en Suisse, on a une disposition de la loi sur l'asile qui oblige les autorités migratoires à dénoncer les cas lorsqu'elles ont la suspicion qu'une personne, une forte suspicion qu'une personne a pu être impliquée dans un crime de guerre et cherche refuge en Suisse. On avait aussi des cas qui nous ont été annoncés par l'étranger dans le cadre de demandes d'entraide judiciaire. Donc, il y a différentes possibilités, il y avait différentes possibilités de mener ces procédures. Alors, pour rejoindre ce que disait Catherine, peut-être encore ça, ce qui évidemment était compliqué et compliqué avec la compétence universelle exercée par un État tiers. État tiers, ça veut dire l'État qui n'est pas lui-même concerné par la commission des faits, c'est que nous avons, je dirais essentiellement, je résume ça en disant, nous avons un crime sans scène de crime. Alors, nous n'avons pas la scène de crime parce qu'évidemment, nous sommes loin de la scène de crime, mais par rapport aux pays concernés par les faits, on a peut-être aussi la problématique d'avoir un crime qui s'est passé longtemps en arrière, ce d'autant plus que ces crimes sont imprescriptibles. Alors évidemment, par rapport à ça, je dirais que le grand problème de la poursuite pénale, c'est que nous n'avons que très rarement des preuves matérielles. Des preuves matérielles, ce sont des preuves comme on les a dans les crimes habituels, des preuves scientifiques, hein, des empreintes, des traces, des examens médicaux, différentes choses. Donc, il est très rare d'avoir ce genre de preuves matérielles, ce qui fait qu'on en revient à ce que disait Catherine, on en revient essentiellement dans ces affaires à la preuve testimoniale. Donc, ce qui est difficile pour un procureur, que ce soit déjà dans le pays concerné, mais particulièrement encore dans un État tiers, c'est d'identifier les témoins, c'est ensuite de localiser les témoins pour savoir où on peut les trouver, et finalement, c'est ensuite de faire venir ces témoins en Suisse, par exemple, ou alors de se déplacer à l'étranger, enfin, pour pouvoir récolter ces témoignages qui sont vraiment essentiels à la poursuite pénale. Et puis tout ceci, évidemment, avec l'idée qu'une fois l'affaire devant le tribunal, il faudra absolument que les juges aient l'intime conviction, sur la base de ces différents témoignages,
que le crime a été commis et a été commis par l'auteur qui est accusé. Voilà, donc ça c'est vraiment, encore une fois, la difficulté par rapport à la compétence universelle. Et je rejoins ce qui a déjà pu être dit aussi, sauf erreur par Emeline, que finalement la chance que nous avons, et il est vrai qu'au sein du ministère public de la Confédération, ça a souvent été peu compris, la chance que nous avons dans ce domaine, c'est que nous bénéficions d'un bon réseau de partenaires, d'un excellent réseau aussi au sein des procureurs. J'aimerais quand même souligner qu'il a été mis en place, notamment au niveau de l'Union européenne, ce qu'on appelle communément le European Genocide Network, qui est vraiment une réunion 2 fois par année des procureurs qui sont chargés dans les pays concernés de la poursuite pénale. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet d'échanger des informations, mais ça permet aussi surtout d'échanger sur des procédures particulières. Et quand nous ne trouvons pas un témoin en Suisse, finalement, on s'est rendu compte que ce témoin pouvait exister en Allemagne, pouvait exister dans un pays nordique, peu importe où, et ça permettait finalement, avec le lien entre les procureurs, de réussir à trouver les preuves dont on avait besoin dans nos procédures pénales. Alors, je me permets de rebondir, Laurence, parce que là, c'est très intéressant d'écouter justement votre expérience en Suisse, et j'aimerais quand même du coup relancer par rapport à ça la prochaine intervenante, Dalila, puisque la question que je voulais vous poser, Dalila, c'était vous avez eu une expérience en Argentine, en Amérique latine, alors c'est des contextes qui sont très différents. Là, on vient d'entendre ce qui était plutôt les défis au niveau de la Suisse, dans l'expérience de Laurence Boila. Mais j'aimerais connaître vos expériences à vous en Amérique latine et notamment en Argentine, les leçons que vous avez apprises dans ce contexte-là aussi de la compétence universelle. Okay, merci. Yes, I think that in terms of the experiences from Latin America, there's many things that can be taken into consideration. First of all, I think that Argentina and Colombia are very good cases to show how civil society can and must be actively involved in these kind of processes. Many of the things that Lawrence was saying, for example, identification of witnesses and victims, this can be done by the local NGOs or civil society that are in those countries. In the case of Argentina, I think that also is a good example of how can extraterritorial jurisdiction within, when I mention extraterritorial jurisdiction, I mention this because it's a much broader tool that encompasses also universal jurisdiction. And Argentina, for example, is a good example in how extraterritorial cases can dialogue with national justice processes. And I mention this because it's important to consider that, of course, we would like to have, the first rule is that the serial rule, as Emeline was saying, is to have the prosecutions in the countries where these crimes were committed. But when impunity prevails, we need to find other mechanisms. And this is when extraterritorial jurisdiction can help a lot. In this particular case, what I can mention is that, as William mentioned, I work at the prosecutor office in Argentina, investigating the cases in relation to the dictatorship during the 70s in my country. A bit of background information, after the dictatorship that lasted from 76 until 83, we managed to have some trials, especially against the most responsible in what was called the juicio a las juntas, the junta trials. And in this particular case, we tried the most responsible. But when things were moving forward and the trials against other perpetrators, low-rank perpetrators were coming, the amnesty law were approved and all the trials were not possible at that time. But in this context, civil society didn't give up. And this is important because after around 20 years, after the amnesty law, we found other ways, and civil society found other ways to get redress for victims. And for example, through the implementation of a Truth and Reconciliation Commission, for example, through other ways called the Juicios por la Verdad, which was kind of trial, but without the attribution of criminal responsibility. And of course, with the initiation of extraterritorial cases, mainly in Spain. There's other cases, for example, in France, because of the nationality of some of the victims that disappeared.
And the trials in Spain and France were super important in this regard because helped to show other doors that victims can knock. And it's not only about if you cannot get justice in your country, I think that it's the duty of international community to do something about this. In particular, the cases in Spain were like a good example for the local mechanism, for the national jurisdiction in Argentina to see an example and of course to move forward. And it's nice the synergy between this jurisdiction between Spain and Argentina, because for example now in Argentina there's a case, a universal jurisdiction case in relation to the crimes committed during the Franco dictatorship. And many of these cases included also sexual and gender-based violence. So when we were talking maybe 20 years, 30 years after about cases in Argentina, cases in Spain about crimes committed in Argentina, now 2020 we're talking about cases in Argentina about the crimes committed in Spain. And very briefly, in terms of the situation in Colombia, I think that also this is interesting because when we are talking about these kind of crimes, of course, the solutions are not from one day to the other. We need to gather evidence, and victims organizations also are the ones that are behind these efforts. And when you work at the prosecutor office, and as Lorenz was saying, when you work at the prosecutor office, you need to listen to these demands, the demands of civil society, the organizations that were behind this. For example, in Colombia, now you have the Special Jurisdiction for Peace, which is a very interesting mechanism that encompasses like a Truth and Reconciliation Commission, but also a justice mechanism itself. Yes, I will stop here, but there's many other things that I could mention, but... Ouais, effectivement, alors il y a plusieurs notions que vous avez énoncées qui sont assez importantes, je trouve, pour la compréhension de la thématique de l'impunité. Mais juste, j'aimerais rebondir sur un point parce que j'allais vous poser une question après. Vous avez parlé du cas des procès qui ont été menés par l'Espagne sur des actes qui avaient été commis en Argentine. Ça, c'est un sujet qui revient souvent aussi sur la légitimité des tribunaux internationaux ou des tribunaux d'autres pays pour juger de faits qui ont été commis. Quelle est votre perspective par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est mieux que le tribunal qui juge de ces faits et de ces actes soit le tribunal du pays concerné directement, ou voilà, ou est-ce qu'un tribunal international a la même légitimité, ou est-ce que dans le cas précis de l'Argentine, finalement, que ce soit l'Espagne ou l'Argentine, c'est la même chose? I could answer this question as a lawyer, but I think that at some point, this is a question that needs to be answered by the victims, because these trials are for them, and the justice processes are for them to find victims. For example, many of the cases of enforced disappearances are to know where are the relatives. So it's a way of trying to find solutions, and I like this idea of knocking doors. No, it's like you have an important opportunity, or like an important situation when you have justice in your own soil, or where the crimes were committed. And I think that this is the first and desirable rule. But when this is not possible, we as a lawyer, we need to try to find the tools for the victims to get redress about the crimes that were committed. So it's like it's a tricky answer, I would say, and because I would try to first to go before national jurisdictions, but at the same time, when this is not possible, we cannot stay there without doing anything. And I think that in this regard, like working with other countries. As you can see, I think that it's not about legitimacy, because I think that these are mechanisms that we have in international law and we can use, and they can dialogue each other. So yeah, at some point it's about like finding the right doors for our cases, and ask to the victim if they are happy or if they want to continue with that. J'invite aussi les autres intervenantes. Je vois qu'elles lèvent tout de suite la main, alors je leur donne la parole. Je ne sais pas, Catherine, Laurence. Ouais, Catherine, allez-y.
Gentil, merci. Non, je rejoins tout à fait ce que Dalila a mentionné. Et quelque part, c'est vrai que Emeline avait parlé de l'obligation primaire des États sur le territoire duquel c'est passé des crimes d'enquêter et poursuivre. Mais il y a aussi la question, je pense, de la préférence. On ne l'a pas dit parce que ça va un peu de soi, mais la préférence serait toujours, je pense, que les crimes soient poursuivis sur le territoire où ils ont été commis. Et comme l'a mentionné Dalila, c'est vraiment très important pour les victimes de voir justice être faite chez eux, près d'eux. Et ça aussi, ça peut maximiser les effets de la justice. Et je pense aussi de manière plus large, Dalila l'a évoqué brièvement, mais la question plus large de la société, plus généralement, de voir la justice être faite chez soi, ça redonne confiance dans l'état de droit. Donc, il faut savoir que quand on sort d'un conflit, ou même, ça n'a même pas besoin d'être dans un conflit, mais on a de voir nos autorités judiciaires de rendre justice, ça nous permet d'avoir confiance en elles et aussi de s'assurer peut-être qu'à l'avenir, il n'y a pas un risque de répétition pour le pays en question. Oui, Laurence, bien sûr, allez-y si vous voulez ajouter quelque chose. Je voulais juste ajouter un souvenir que j'ai gardé à l'esprit à partir d'une des premières affaires que nous avions traitées au sein de l'unité des crimes de guerre, qui est le cas algérien. Dans la presse, s'était fait plusieurs fois l'écho. J'ai le souvenir que les premiers témoins et victimes que nous avons auditionnés en Suisse m'avaient dit nous sommes tellement heureux et tellement soulagés d'avoir enfin une fois la possibilité de raconter notre histoire devant un magistrat. Donc, ils étaient vraiment très satisfaits de trouver une autorité judiciaire qui accepte pour la première fois d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Et suite à cette phrase-là, on m'avait dit également, mais nous aurions été tellement contents que ce soit notre pays qui fasse cette démarche. Donc, je rejoins les autres intervenantes sur le fait que je suis totalement convaincue, encore plus en ayant pratiqué la justice internationale en Suisse, dans mon pays, en faveur d'autres pays. Je suis vraiment totalement convaincue du fait que la meilleure réponse à donner aux victimes et à donner finalement de manière globale pour la procédure pénale, la poursuite pénale de ce genre de cas, c'est vraiment de privilégier cette poursuite dans le pays concerné. Et c'est pour ça aussi que j'ai été tellement heureuse de pouvoir participer et enthousiaste à l'idée de participer à ce programme de complémentarité que j'ai déjà évoqué avec le Mali, puisque là, il était justement clairement question de soutenir les autorités dans le pays pour que la poursuite se fasse sur place. Alors, je me permets juste un commentaire parce que j'ai le sentiment que vous touchez réellement aussi à finalement à l'essence de cette question sur l'impunité, qui est cette capacité essentiellement pour les victimes finalement de sentir que le travail a été fait et qu'elles peuvent aussi aller de l'avant et que finalement presque comme dans un processus de deuil, leur voix a été entendue et elles peuvent passer à autre chose. Et j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est d'autant plus fort quand ça a été fait par les autorités compétentes dans leur pays. Voilà, je ne sais pas si ça résume ou si ça complète ce que vous disiez. Malgré tout, il semble que ce ne soit pas toujours possible de mener ces procédures par les autorités nationales. Et c'est notamment le cas des deux affaires qui nous intéressent ce soir par rapport au travail aussi de Anneked. Et ce qui m'amène à poser la question de l'affaire sur M. Ousmane Sonko. Donc là, j'aimerais poser la question à Emeline. Est-ce que, Emeline, vous pourriez nous expliquer qui est Ousmane Sonko et comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans une prison suisse, donc en fait découlant d'un cas de compétence universelle, et pourquoi pas en Suède? Alors, si vous pouvez nous résumer l'histoire pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux, en comprendre les...
Alors oui, alors il faut savoir que M. Ousmane Sonko, comme vous avez pu le comprendre, est un ressortissant gambien. On l'a mentionné à plusieurs reprises, la Gambie, c'est un petit État qui a été dirigé pendant à peu près 22 ans par Yahya Jammeh. Et donc, M. Sonko a exercé plusieurs fonctions au sein du régime gambien. Il a d'abord été membre de la garde rapprochée de l'ancien président, puis a été inspecteur général de la police. Et ensuite, à partir de 2006, il devient ministre de l'Intérieur jusqu'en 2016, lorsqu'il quitte le pays. Lorsqu'il quitte le pays, il décide d'aller en Europe et donc passe par la Suède où il va déposer une demande d'asile. Cette demande sera rejetée en application de la réglementation Dublin et il va donc être renvoyé en Suisse, qui était son premier pays d'entrée, où il va donc déposer une demande d'asile. Il faut savoir que Trial a été informé donc, de sa présence. En Suisse, des premiers actes d'enquête ont été menés de notre part et nous avons déposé une dénonciation pénale devant les autorités bernoises. Sur la base de cette dénonciation pénale, les autorités bernoises ont décidé de procéder à son arrestation et une ouverture d'enquête a été menée fin janvier 2017 sur la base donc, de la Convention contre la torture et des dispositions du droit suisse. Et du coup, par rapport à cette procédure pénale qui est aujourd'hui en cours, si je comprends bien, est-ce que vous pouvez nous dire, pas forcément où ça en est, mais pourquoi ça prend autant de temps? Est-ce que c'est normal que dans ce genre de procédure, ça prenne du temps? Et si oui, pourquoi? Alors, merci pour la question. Tout à l'heure, il a été mentionné qu'Ousmane Sonko était donc soupçonné de crimes contre l'humanité, ce qui est le cas. Il faut rappeler donc qu'il y a une reprise de la procédure au niveau fédéral, puisque les crimes il y avait des soupçons de crimes contre l'humanité et que le crime contre l'humanité est un crime qui relève de la compétence des autorités fédérales. Et donc, la procédure, effectivement, depuis janvier 2017, elle est en cours. C'est habituel dans ce type de procédure qu'elle puisse prendre du temps. Il y a plusieurs facteurs. La dimension internationale de l'enquête. Comme vous l'avez compris, les crimes se sont donc déroulés sur le territoire gambien. Il y a également la dimension internationale, les difficultés d'accès aux preuves, comme ont pu le mentionner Catherine et Laurence, qui expliquent la durée de la procédure. Vous l'avez compris, donc depuis 2017, M. Sonko se trouve en détention. Sa détention a été prolongée à plusieurs reprises, ce qui montre qu'il y a effectivement des actes d'enquête qui sont menés et qui permet à cette détention de se poursuivre. Je lisais dans un des, il me semble que c'était le rapport annuel de Trial International, justement toute la problématique autour de ces procédures qui durent et qui durent dans le temps. Est-ce que, enfin, vous qui travaillez justement sur ce cas-là, qui voyez ça, quelles sont un peu disons les problématiques ou oui, les problématiques que ça soulève, ces procédures qui se rallongent de manière oui, indéfinie dans le temps? Alors, il est vrai qu'il y a tout individu a le droit à être jugé dans un délai équitable et donc effectivement les procédures ne peuvent pas se poursuivre pendant très longtemps. Nonobstant, il est vrai que la dimension internationale doit être prise en compte et on ne peut pas mener une enquête au niveau national comme on la mènerait au niveau international. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me la reposer. Ce que je veux dire, c'est ce que vous voyez que ces procédures-là, j'imagine que quand les années passent, il y a des effets négatifs de cette durée trop longue de ces enquêtes. Est-ce que vous voyez dans votre travail que plus les procédures durent, plus ça devient compliqué de les mener ouais. Alors, il peut y avoir un risque, notamment au vu du temps écoulé, il peut y avoir un risque que les personnes ne
des victimes disparaissent, que les preuves ne soient plus disponibles. Donc effectivement, il peut y avoir un risque en la matière. Merci beaucoup. Oui, Catherine, je vous en prie. Oui, si je peux rebondir sur cette question, je pense que effectivement, la question de la durée est importante, mais c'est vraiment quelque chose, je crois que quand on voit aussi la durée des procédures au niveau international, donc même au niveau des cours pénales internationales, je crois qu'on relativise aussi, on se dit, voilà, pour ce type de crime, c'est vrai que on a plus ou moins accepté que la durée, pour autant que ce soit raisonnable et qu'il y ait des raisons légitimes, sera plus longue. Mais ce que je voulais souligner, c'est que pour les victimes, au final, l'impact est le même. Et moi, on a pu voir au Guatemala, où on travaille avec les autorités, avec le procureur général sur place sur des crimes qui ont eu lieu dans le contexte du conflit interne au Guatemala il y a des années et des années de ça. Nombreuses victimes sont décédées entre-temps, nombreux auteurs présumés sont décédés entre-temps, mais quand un verdict tombe, le sentiment de reconnaissance pour les victimes, pour les enfants des victimes, reste aussi important. Donc, juste pour aussi mettre en perspective que les attentes des victimes, elles survivent le défi du temps. Bien sûr, et comme le disait, il me semble que c'était vous, Laurence Voilà, qui disiez que ce sont notamment des crimes qui ne sont pas sujets à la proscription, donc ils ne peuvent pas finalement, je ne sais pas comment on dit ça en termes pénal, mais le temps qui s'écoule ne va pas faire que la procédure pénale ne peut pas être engagée. Non, effectivement, c'est seul le décès du suspect, de l'auteur, met un terme à la procédure pénale. Mais ce que je pourrais peut-être ajouter par rapport à la problématique du temps, c'est qu'il faut quand même se rendre compte que du point de vue de la poursuite pénale, le temps qui passe nécessite aussi des justifications. Enfin, je veux dire par là que à la fois pour le procureur qui mène sa procédure vis-à-vis de sa hiérarchie, mais aussi pour la hiérarchie vis-à-vis en particulier du monde politique. Évidemment, plus les procédures durent, plus les procédures traînent d'une certaine manière, plus on cherche à savoir pourquoi c'est comme ça, et plus il faut rendre des comptes par rapport à tout ça. Et moi, je pense que plus la procédure dure, en particulier quand on est en présence de détenus, moins on a le sentiment tout a été mis en œuvre, que tous les moyens ont été mis en œuvre et qu'il y a une réelle volonté de faire aboutir ces procédures. Et là, je pense qu'il y a quand même, en tout cas en Suisse, eu ces dernières années un problème par rapport à tout ça, et qui explique que certaines procédures ont pu prendre autant de temps. Et ce qui s'est passé aussi, il faut s'en rendre compte, c'est qu'avec le temps qui passe, les gens, j'en fais partie, mais tous mes autres collaborateurs, enfin mon autre collègue procureur et les autres collaborateurs aussi, toutes ces personnes ont fini par partir ou ont changé de poste, ou on les a fait changer de poste. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, c'est quelqu'un de nouveau, d'autre, qui doit reprendre la procédure. Et ça, c'est particulièrement compliqué dans des procédures qui sont aussi complexes et aussi volumineuses, si on veut, que les procédures de crimes internationaux. Bien sûr. Et justement, il y a une autre affaire qui nous intéresse ce soir et qui, pour le coup, dure depuis encore plus longtemps. C'est l'affaire d'Alieu Kossia, qui va être jugée en Suisse. Alors, j'aimerais poser la question à Dalila. Est-ce qu'elle pourrait nous expliquer qui est cette personne, quelle a été la procédure pour en arriver là? Et je sais que vous avez aussi un collègue qui est là ce soir et qui s'occupe spécifiquement de ce cas. Alors, je vous laisse répondre et puis aussi voir avec votre collègue comment vous voulez répartir la réponse. I think that, like in terms I think that will be easier for him to develop on this matter. Is a colleague from Civitas Maxima. His name is Romain Babre, and I think that it's interesting to show his approach because he was one of the lawyers in the case. Is one of the lawyers in the case. Bonjour. Alors attendez.
Est-ce qu'on m'entend convenablement? Ça a l'air d'être le cas. Bonjour, je m'appelle donc Romain Wavre, et je travaille comme avocat sur cette procédure-là. Je suis intervenu un peu en cours de route. Je suis arrivé en 2017 sur la procédure et je travaille avec Alain Werner, qui est le directeur de Civitas Maxima et qui représente du coup c'est plusieurs parties plaignantes depuis l'entame de cette procédure. Monsieur Kochia, c'est un ressortissant libérien qui a demandé l'asile au tout début des années 2000 ou à la fin des années 90, après la fin de la première guerre civile au Libéria. Il faisait partie de la faction armée qui a perdu la guerre contre celle de Charles Taylor, et donc il a fui le pays et il s'est réfugié en Suisse. Et il a fini par obtenir un permis de séjour dans des conditions un peu particulières, mais il a eu un permis de séjour. Et en fait, c'est seulement une quinzaine d'années plus tard, après que Civitas Maxima ait enquêté et a pris la présence de M. Kochia sur le sol suisse, qu'on a décidé que Civitas Maxima et surtout des victimes libériennes ont décidé de déposer plainte en Suisse pour des crimes de guerre. Donc, ça fait depuis 2014 que cette procédure est en cours. Ça a pris effectivement du temps parce que, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des procédures qui prennent excessivement de temps pour plein de raisons. Évidemment, par le fait que les crimes ont été commis aussi loin du sol suisse, aussi en raison du fait que jusqu'à présent, les autorités suisses n'ont pas pu aller se rendre sur le terrain. Donc voilà, ça rend tout ce complexe de faits extrêmement difficile. Et puis voilà, le prévenu a été renvoyé en jugement en mars 2019 et à toutes ces complexités de faits, de lieux, de temps qui s'écoule, s'est ajouté une dernière difficulté qui s'impose à tous, c'est-à-dire le coronavirus qui a fait son entrée en février dans notre vie et qui a du coup reporté le procès, non pas une, non pas deux, non pas trois, mais désormais 4 fois, parce qu'on peut vous annoncer une sorte de breaking news aujourd'hui, c'est qu'on a appris, ou en tout cas le tribunal a communiqué que le procès serait partiellement reporté pour un bout. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, ça fait partie des difficultés quotidiennes de la vie, de notre vie d'ONG, c'est d'affronter toutes ces difficultés. Il faut dire que celle du Covid, on ne l'avait pas forcément anticipé et il faut vivre avec. Maintenant, on sait qu'a priori, on devrait auditionner le prévenu encore en 2020 et l'audition des parties plaignantes, des témoins et les plaidoiries, on devrait pouvoir enfin y arriver au début de l'année 2021. C'est le premier procès pour crime de guerre qui va être tenu au tribunal pénal fédéral. C'est tout à fait ça. C'est le premier procès pour crime de guerre. On a de grands espoirs sur ce procès-là parce qu'on espère surtout que ça va ouvrir la voie, qu'on parle, disons, le chemin pour trial, pour les procès Sonko et surtout pour donner une image à la Suisse pour dire c'est faisable. Il n'y a pas que ce procès rwandais. Il y en a d'autres, c'est faisable. Il faut de l'investissement, il faut du temps, il faut des gens compétents, mais on y arrive. Donc voilà, je pense que c'est un procès qui va beaucoup résonner. En tout cas, on espère, on va tout faire pour qu'il résonne. C'est aussi ça l'important. C'est principalement c'est quand même principalement pour les victimes libériennes qu'on ce courage-là de venir en Suisse, de témoigner face à ce monsieur Kochia, qui rentrent dans leur pays là où leur sécurité n'est pas forcément assurée. Donc c'est vraiment des gens extrêmement courageux et qui méritent d'obtenir justice. Mais il y a cet autre pan, il y a ce pendant de cette procédure-là qui permettrait, et vraiment ça c'est un espoir sincère pour la Suisse d'avoir d'autres de ces dossiers pour espérer que le budget du ministère public de la Confédération sur ces dossiers-là puisse être augmenté, qu'il y ait une réelle volonté politique. Ce serait vraiment des grandes avancées pour la Suisse qui se targue évidemment d'être un des pays des droits de l'homme, mais qui doit aussi le montrer. C'est vraiment important. Merci beaucoup, Monsieur Wavre. C'est une chance pour nous d'entendre justement votre perspective par rapport à ça. Et ça m'amène à poser la question à nos autres intervenantes et plus précisément à Laurence, voilà, sur les améliorations qui pourraient être amenées sur le système suisse. Donc, on sait que depuis 2010, la législation sur la question de la compétence universelle a été réformée.
Aujourd'hui, vous avez une expérience directe avec ça et quelle serait votre vision pour une amélioration de ce système suisse? Je ne suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à améliorer dans le système suisse parce que j'ai envie de vous dire que je trouve qu'on a beaucoup d'atouts en Suisse. Comme ça, en passant, j'aimerais quand même relever qu'on a à présent, enfin depuis 2011, une bonne législation, donc une bonne base de travail. On a de manière générale un bon système judiciaire. On a une bonne expertise, de bonnes compétences, y compris dans ce droit pénal international. On a une bonne coopération avec les différents services concernés, les affaires étrangères, l'immigration, la police, l'Office fédéral de la justice, l'armée, etc. On a des ONG qui sont bien implantées, qui nous dénoncent les cas, donc ça fonctionne bien en termes de dénonciation. On a le soutien d'une partie de la classe politique, il faut quand même aussi le relever. On a évidemment, puisque nous sommes la Suisse, nous avons beaucoup de moyens, des ressources logistiques, des ressources financières. Donc, je ne suis pas sûre que la problématique se situe au niveau du budget du ministère public de la Confédération. Je dirais aussi qu'on a progressivement mis en place une bonne jurisprudence grâce aux tribunaux sur la question des crimes internationaux. Et puis, on a, je souligne aussi, une bonne réputation du coup au niveau international. Si je reprends la place que nous occupions au sein du European Genocide Network, nous étions un partenaire tout à fait reconnu dans ce domaine, même si nous étions nouveaux. Moi, ce que je dois dire, et là, je fais uniquement référence à ma propre expérience qui remonte, comme je l'ai dit, à 5 ans en arrière, c'est que la seule faiblesse que je vois dans tout ce système, que j'ai vu à l'époque en tout cas, c'était le fait que cette unité des crimes de guerre se trouve au sein du ministère public de la Confédération. Parce qu'en étant inscrit dans ce ministère public de la Confédération, on en a fait dès le début une vitrine. Alors, on a beaucoup vanté la mise en place de ces services. C'était une jolie vitrine qui permettait de dire on fait quelque chose. Mais finalement, derrière la vitrine, le magasin, si vous voulez, derrière la vitrine, je trouve qu'il a été très mal achalandé. Je veux dire par là qu'on n'a pas donné suffisamment de moyens, mais pas forcément des moyens financiers, encore une fois, mais des moyens en termes de personnel et en termes de temps pour traiter ce genre d'affaires. Je l'ai dit, nous n'étions que 5, donc 4 juristes plus une personne chargée de l'administratif, nous n'étions que 5 pour faire ce travail. Mais nous avons vu à 5 qu'il était possible de faire quelque chose. Le problème qui s'est passé, c'est que très rapidement, on nous a retiré le personnel et le temps disponible pour nos affaires pour le consacrer à d'autres choses. Et ces autres choses, c'était essentiellement le terrorisme, parce que nous étions rattachés à la division du terrorisme, et aussi des affaires de blanchiment d'argent, parce que le blanchiment d'argent, c'était très porteur au niveau politique, et que la direction du ministère public devait montrer les efforts qui étaient faits dans ce domaine. Donc, tout ça, ça veut dire qu'en définitive, je trouve regrettable qu'il n'y ait pas eu de réelle volonté au sein du ministère public pour effectuer ces procédures, pour être efficace dans ces procédures. Je pense qu'il y avait aussi peu de compréhension du principe de la compétence universelle, parce qu'on a quand même souvent entendu, mes collègues et moi, « Ah, mais les faits se sont passés très loin de la Suisse, se sont passés à une époque très lointaine. » Il faut comprendre que l'auteur est peut-être à quelques années de la mort, donc ça ne vaut pas la peine d'entamer ce genre de procédure. L'enquête sera difficile, évidemment, puisqu'on devra agir à l'étranger. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et puis, comme j'ai déjà dit, le fait qu'il y ait un manque de continuité dans ce domaine, parce que moi, ce que je constate, c'est que l'organisation a changé. À la base, on voulait dépendre uniquement de la direction pour avoir, si vous voulez, plus de marge de manœuvre pour faire ce test, parce que dans un premier temps, il fallait vraiment qu'on montre si on était en mesure ou pas
de faire quelque chose dans le domaine et on ne nous a pas laissé le temps nécessaire pour faire ce test. Et puis après, il y a eu les changements de personnel qui, encore une fois, ont fait que tout a bougé et le changement dans le cadre de la poursuite pénale, en particulier dans ces affaires-là, ça n'est jamais bon pour faire avancer les affaires. Donc, moi, je regrette un petit peu effectivement que ce service se soit trouvé dans ce ministère public de la Confédération qui n'a pas suffisamment mis en œuvre concrètement ce qu'il fallait faire pour lutter contre l'impunité, au point que j'en suis venue à me demander si finalement la poursuite n'aurait pas été plus efficace si elle était restée au sein de la justice militaire. Alors, je trouve que c'est très intéressant parce que là, vous êtes en train d'évoquer finalement une autre dimension qui n'avait pas été abordée jusqu'à présent, qui est la dimension politique de cette compétence universelle, puisque peut-être, à la différence d'autres procédures pénales, elle s'inscrit finalement dans les relations entre pays, les relations diplomatiques. Et c'est d'ailleurs une question du public. Alors là, je la pose à qui veut répondre. C'est sur la notion des obstacles politiques. On sait que ce sont des procédures qui sont particulières aussi parce qu'elles s'attaquent à des personnages particuliers qui ont potentiellement une influence politique. Je vois que Dalila aimerait répondre. Alors, je vous laisse la parole, Dalila, si vous voulez répondre sur la notion des obstacles politiques dans la poursuite de ces crimes. Yes, I think that there's something here, and the political dimension on universal jurisdiction is really important to be considered. If we analyze, for example, the situation in Spain, as mentioned, was used during the 80s, 90s for universal jurisdiction in many cases, but the law in Spain has changed a lot, like reducing the scope of universal jurisdiction, because as Emily mentioned at the beginning, the pure way of universal jurisdiction is that you don't need any link with the country where you are investigating the cases. But of course, can happen that states start adding limitations, for example, the presence of the person in the country, the residence of the person in the country, the nationality of the person. So for example, now you have in Spain that because of trials that has been started in relation to China and other countries, powerful countries, Spain was at some point in the situation of modifying the law. This is also true with the case of Belgium after other cases. So there's a lot of, there's an important political dimension that we need to consider, but I think that we need to consider, but also from the law side, the lawyers, we need to be aware of this and try to formulate a case, because this is about being strategic and knowing what is the jurisdiction, maybe approaching authorities. Sometimes happen as you can have people that they know about international law and they know what are the precedents that can help to open these doors for getting justice for victims. This has happened in Argentina, in particular with the trial, for example, now about the Franco dictatorship and the universal jurisdiction cases there. But yes, I mean, this is universal jurisdiction can be a very sensitive mechanism, and we need to consider this in the strategy when we decide what is the jurisdiction and the legal avenues that we will use. Donc là, je me permets de faire un commentaire par rapport à ça. Dalila, vous avez fait aussi la distinction entre ce qu'on pourrait appeler la compétence universelle relative et absolue, absolue étant cette compétence qui pourrait s'appliquer à n'importe quel crime sur n'importe quel criminel de guerre. Donc justement, et en fait, si je comprends ce que vous êtes en train de dire, c'est que la tendance actuelle va plutôt aller vers une compétence universelle réduite ou en tout cas relative, plutôt qu'absolue, qui pourrait être considérée comme une forme presque d'ingérence politique, si je comprends bien. Oui, c'est vrai. Alors, j'aimerais quand même revenir à Laurence, ouais, je vous en prie. Non, sur ce point, juste ajouter un mot, il faut quand même se rendre compte que si on doit fonctionner comme gendarme de la planète, comme ça a été dit certaines fois, d'un point de vue opérationnel, là, ça devient irréaliste, hein, parce que si on n'a même pas une fois, au moment de l'ouverture de la procédure, le suspect, l'auteur potentiel à disposition de la procédure pénale sur le territoire
où le procureur fait son audition, franchement, là, je ne vois pas. Déjà, comme ça, c'est compliqué, mais si on ne l'a pas, je vois vraiment mal comment on peut mener efficacement une procédure pénale. Et sur l'aspect, la question politique, j'aimerais quand même peut-être juste donner un feedback du praticien. Il est clair, enfin, il faut être clair. Ce qu'on peut constater dans la pratique, c'est qu'il est évidemment plus facile de poursuivre un requérant d'asile réfugié en Suisse, dont à peu près tout le monde se moque, enfin qui n'intéresse personne, que de poursuivre un ancien ministre ou même, comme on l'a fait aussi en Suisse, une société suisse qui a pu être soupçonnée de pillage et dans une société dans laquelle une personne influente se trouvait au sein du conseil d'administration. Donc, il est clair que dans ce genre de procédure, il y a des interférences politiques. Alors, elles ne devraient pas se faire, mais elles existent forcément. C'est dans la logique des choses, on va dire. Après, je pense, et c'est ce que j'ai toujours défendu, je pense qu'il est important que chacun joue son rôle. Quand les affaires étrangères viennent dire à un procureur qu'il y a des intérêts de la Suisse qui peuvent être mis à mal parce qu'une procédure pénale concerne telle ou telle personne dans un État avec qui la Suisse coopère, etc., on peut tout à fait entendre ce genre de choses. Après, évidemment, chacun doit défendre ce pourquoi il est là et ce que je trouvais important, c'est que le ministère public de la Confédération entende ce genre de choses, mais qu'il se positionne en disant notre rôle à nous n'est pas d'ouvrir la porte à ces influences politiques, mais c'est bien de garder la ligne. Et si on doit adresser une demande d'entraide judiciaire au pays en question, même si ça va le froisser, finalement, ça n'est pas au ministère public de la Confédération de retenir ce genre de mesures pour qu'elles ne se fassent pas. Elle doit se faire et ensuite, si le pays ne veut pas répondre, ça, c'est le jeu qui existe dans ce genre de choses. Oui, donc on voit là typiquement qu'en fait, ces obstacles politiques peuvent être un prétexte à l'impunité, justement, qui est tout le débat de ce soir. Je pense qu'on pourrait encore parler longtemps sur cette question des obstacles politiques, mais j'aimerais quand même revenir sur une question plus basée sur l'approche justement des différentes ONG qui sont représentées ce soir. Et j'aimerais poser une question du coup à Emeline sur son rapport par rapport aux victimes en Gambie, le travail que vous avez fait avec elles. Est-ce que c'était facile de les trouver? Enfin, si vous pouvez nous expliquer un peu plus votre approche par rapport aux victimes. Oui, alors il faut savoir que suite à notre dénonciation pénale, on a mené plusieurs enquêtes sur le terrain, permis d'identifier des victimes qui ont ensuite voulu se constituer partie plaignante dans la procédure. Et les victimes, elles ont, comme Romain le mentionnait tout à l'heure, c'était impressionnant de pouvoir voir leur courage et l'importance qu'elles mettaient à vouloir venir expliquer leur histoire devant un magistrat et comme Laurence a pu le mentionner. Il faut savoir que l'organisation, elle continue également à documenter, on continue à récolter du matériel de preuve qu'on soumet aussi aux autorités, ce qui est une autre forme de soutien, même s'il est différent, indirect. Et puis, les victimes, elles sont représentées dans le cadre de nos procédures par un réseau d'avocats qui les représentent donc devant les autorités du pays. Alors, je veux juste un instant, je vais regarder. Donc, on a plusieurs questions du public. Alors, je ne sais pas si Catherine, peut-être vous aimeriez répondre à celle-ci. Donc, c'est Kanaya Mutombo qui pose la question. Puisque nous sommes dans les dimensions politiques, quid du télescopage entre la culture de l'impunité de plus en plus présente en Afrique et la culture de réconciliation nationale qui peut être engagée à l'interne comme à l'extérieur du pays? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Non, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question en fait. Je ne sais pas si... je vais juste la... Alors, je vous la trouvez dans le chat? Ouais, je la vois. Voilà. Donc, je pense que ça revient un petit peu à ce dont on parlait précédemment, de l'importance
de la justice. Et c'est vrai que là, on s'est vraiment focalisé sur la justice pénale, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que dans la dimension de la justice, il y a beaucoup d'autres aspects. Il y a la question de découvrir la vérité, la question de la justice, la question de la non-récurrence et la question des réparations, entre autres. Il y a aussi la question de la mémorialisation, je pense, qui est très importante. Et je crois qu'Anneke justement fait un séminaire dessus demain. Donc, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue tous ces éléments de la justice qui peuvent contribuer à la réconciliation nationale. C'est un peu ce qu'on a dit au début quand on disait qu'il est toujours préférable que la justice ait lieu dans le pays même pour que la réconciliation nationale puisse avoir lieu. Parce que dans ces processus de justice, il y a un dialogue qui se fait parmi les différents, que ce soit les parties au conflit ou entre auteurs des crimes et les victimes, parce que de nouveau, je crois qu'il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas dans une situation où un conflit érupte, je ne sais pas si c'est un mot en français, mais erupts, personne n'est à l'abri de commettre des crimes. Je crois qu'on a tendance à oublier ça, et la question de la réconciliation nationale, c'est vraiment d'amener tout le monde ensemble. Maintenant, c'est clair que sur certains aspects, la question de la volonté politique peut être problématique. Et je pense notamment à la question de la Gambie, où là, il y a eu un processus, un effort vraiment important qui s'est fait au niveau de la dimension truth-telling, donc à travers la commission commission réconciliation et réparation. Mais où les autorités judiciaires il n'y a eu qu'un cas qui a été ouvert au niveau des poursuites. Donc, la volonté politique, elle peut se situer à différents niveaux, et je pense qu'il faut maximiser aussi là où il y en a pour essayer d'utiliser les aspects de la justice comme vecteur de réconciliation. Vous disiez à un moment, dans la réconciliation, c'est important de pouvoir inclure tout le monde. J'ai le sentiment, et je pense que je ne suis pas le seul, que souvent, des individus qui sont oubliés dans ces processus juridiques, pénaux et de transition, de justice transitionnelle, ce sont les femmes. Et du coup, j'aimerais avoir votre avis, peut-être Catherine ou Dalila, je sais que vous êtes aussi spécialiste de l'approche féministe. Quel est le rôle des femmes ou les rôles des femmes dans ces processus-là, à la fois de justice transitionnelle et de réconciliation nationale? Thanks, William. In relation to the women's movement in this kind of settings, I think that it's important also to mention how women are affected in armed conflicts and other violent settings. I'm saying this because when you work with international crimes, you deal with a lot of cases on sexual and gender-based violence. And of course, I would say SGBV, which is the way of the abbreviation that we use in this field, affects more, in a more disproportionate way, women and girls. It's not that, of course, we have sexual violence against men and boys, and of course, it's happened that this kind of violence is unreported or like less reported, especially because of the patriarchal society that we live, and like having a man or boy denouncing this kind of facts is more complicated. But like considering that even for women and girls, it's difficult also to speak out and talk about this. Normally, the sexual violence has been considered, and this happened not only in national environments, but also in international settings, has been considered as a way of torture. Like rape, for example, and other ways of sexual violence has been considered as a form of torture or physical injuries. So this has been a problem also because when the full dimension of the act is not
is not shown at some point. Of course, we as lawyers, we cannot represent what is the dimension of the consequences for the victims. And I'm saying this because it has been a lot of pressure from the women's movement and civil society to move and to identify the rape and other SGBV conduct as an independent offenses, as autonomous offenses. What I'm saying with this is that instead of qualifying this conduct as kind of torture, which is, of course, torture is like a serious violation, but what I'm saying is that it's important for the people that suffer these kind of crimes that they can see that the justice is considering the gender aspect of the conduct. This has been an important process also in the international setting, and women's movement has been involved and have played an important role in this sense. Can I mention also that I can mention that the experience of Colombian society, for example, in terms of having currently a lot of like restless fight for the inclusion of violations to reproductive rights. It's not only about sexual and gender-based violence, as mentioned before, but also, for example, on reproductive rights. If you consider the forced contraception, if you consider the forced sterilization, that many women that were within the troops of armed forces or FARC were subjected. So these aspects are important to be highlighted in an investigation, and is related to what was mentioned before, the victim-centered approach. And it's a victim-centered approach that also comes with gender perspective and intersectionality. Because if you as a lawyer or an investigator, you don't have these lenses of gender perspective, there's many things that you don't see when you investigate a case. I'm saying this because I work in Argentina, prosecutor office in different investigation units, and one of the things that happen even for common offenses, I'm saying this is about changing mentalities, it's about changing the paradigm. When you work with common offenses, for example, in cases of femicides, when women are killed for the condition of being women, for the situation of being women, if you arrive to the crime scene, for example, and you don't have these gender lenses, and you don't see, for example, that you have makeup on the floor, and this could be or can represent a fight in a case of domestic violence, you, of course, are missing a lot of like an important part of the investigation. And this happens also in international crimes. So it's about changing mentalities, and it's not only about international crimes. So yes, and the intersectionality aspect, because I think that when you deal with international crimes, it's important also consider the situation of that person. If he's a migrant, displaced person, if he's in a situation of vulnerability, that of course can affect it in a different way. And also, which is not only in relation to the women's movement, but LGBTIQ, is the gender dimension of the crimes. Because you can have a murder, but it's not the same murder as if that murder was committed against LGBTIQ people, because you have another kind of intention. And I'm not saying this for discussing if we need to prove like the subjective element or the mens rea. What I'm saying here is that it's important that we have these lenses and we can identify things, and then we can qualify those conducts in a proper way. Merci beaucoup pour cette réponse très extensive qui, je pense, capture bien toute la problématique. Je ne sais pas si une de vous aimerait encore rebondir sur la question du rôle des femmes avant qu'on prenne les questions du public. Je veux bien brièvement, William, s'il y a 2 minutes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Dalila a dit, j'aurais pas pu le dire mieux. Peut-être juste pour expliquer un peu l'approche que nous, on a prise à Justice Rapid Response par rapport à cette question. Parce que je pense que la question de la participation des femmes dans la justice, c'est-à-dire parmi les enquêteurs, parmi les procureurs, est très importante aussi. Et nous avons commencé par regarder à la question du recrutement des experts sur le roster pour essayer de maintenir un équilibre entre hommes et femmes. Et à ce jour, sur le roster de Justice Rapid Response, il y a plus de 60% de femmes, dont Dalila et Laurence. Et quand nous proposons des experts aux mécanismes que nous soutenons, c'est clair qu'on va toujours
regarder quel est le profil, la personne la plus qualifiée. Et parmi les listes qu'on propose, parce qu'on a cet équilibre entre hommes et femmes sur le roster, on a toujours, nos partenaires ont toujours le choix entre des hommes et des femmes. Et il en résulte que dans les 10 dernières années, parmi les experts qu'on a déployés, 68% sont des femmes. Et ça a quand même un effet assez concret dans la mesure où les mécanismes de justice deviennent plus représentatifs des sociétés et des victimes, des groupes de victimes qui demandent la justice à ces mêmes mécanismes. Et ça permet aussi de renforcer l'aspect de confiance que les victimes ont dans ces processus. Ouais, effectivement, c'est aussi toute une partie du travail de votre organisation Justice Rapid Response. Voilà, alors je sais qu'on pourrait encore parler longtemps de ça, mais j'aimerais vraiment pouvoir donner la parole aussi aux participants du public. Et je vois déjà qu'il y a quelqu'un qui lève la main, donc j'aimerais donner la parole à Zadie Joël. Et avant de lui donner la parole, donc juste pour vous répéter la procédure, si vous avez une question, vous pouvez lever la main. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur la rubrique participants. Il y a un onglet qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de lever la main. C'est donc un bouton en bas à droite. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Zadie Joël pour sa question. Bonsoir à tous. Ma question est la suivante. Déjà, je voulais préciser que je suis déjà de la Côte d'Ivoire et j'ai vécu plusieurs crises. Concernant la Côte d'Ivoire, j'ai vu beaucoup de morts déjà. Et au niveau du système de la réconciliation, j'ai vu aussi plusieurs fois que la communauté internationale a beaucoup intervenu. Mais en tant que quelqu'un qui a vécu les événements, j'ai vu beaucoup d'irrégularités, j'ai vu beaucoup de discrimination. Et ce qui a causé beaucoup de tort, par exemple, à beaucoup d'États africains. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Mais ma question est de savoir comment est-ce que, je peux dire sur quel fait se base ou bien sur quel contexte se base la communauté internationale, mais européenne, se peut dire, pour pouvoir faire, concernant la réconciliation entre les différents partisans en crise dans un État. Comment est-ce que ça se fait? Sur quelle base ils soutiennent? Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de soutien de certains éléments. Parfois, ce n'est pas ceux forcément qui sont au pouvoir. Parfois, ça peut être ceux qui sont au pouvoir. Donc, la question est de savoir sur quoi ils se basent. Parce que pour moi, de ma part, ça crée beaucoup de conflits. Ce côté-là crée beaucoup de conflits en Afrique. Donc, sur quelle base, sur quoi ils se basent? Parce que je le dis, j'ai vu des gens mourir. Ce n'est pas une histoire que je suis en train de raconter. En 2002, j'ai vu des gens mourir. En 2010, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, 2010-2011, on a vécu des élections qui ont été terribles. On a vu nos amis mourir parce que la communauté internationale avait pris une décision concernant la réconciliation qui a commencé depuis, je crois, 2002, avec plusieurs processus. Et il se trouve que la communauté internationale a pris parti pour que forcément la population ne légitimait pas forcément. Et ça a créé je peux dire un désordre qui a causé plus de 3000 morts. Donc, je repose la question, excusez-moi, de savoir comment est-ce que ça se fait la réconciliation lorsque les États, je peux dire la communauté internationale s'y mêle. Alors, une de vous quatre, si vous sentez de répondre, je vous laisse prendre la parole. Je veux bien tenter de répondre à la question et me tourner aussi vers mes collègues. Je pense que Joël, vous mettez le doigt sur quelque chose de très très important, le fait que la communauté internationale, elle a une responsabilité envers les partenaires avec qui elle travaille, de s'assurer que tout processus de réconciliation, mais aussi tout processus de justice qui se fait au niveau national, reste dans les mains des personnes concernées. Donc, qui a ce que je dirais en anglais local ownership, c'est-à-dire vraiment que toutes les parties soient autour de la table, que ce soit les communautés locales qui expriment les besoins, qui expriment les désirs, et
je pense que la communauté internationale a vraiment un devoir de soutenir ces processus de manière qui n'impose rien, qui partage des expériences d'autres contextes. Et là, c'est là que je vois vraiment l'utilité de la communauté internationale de prendre des exemples dans d'autres situations où la réconciliation a été une bonne expérience. Je pense que c'est tellement important. On a tendance à trop chercher les réponses dans des sociétés parmi la communauté internationale qui n'a pas traversé un conflit, qui n'a pas traversé un processus de réconciliation. Et je pense que c'est là qu'on peut faire venir des voix d'autres pays qui ont traversé des situations similaires pour apporter j'ai envie de dire best practices, mais des exemples de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Puis après, c'est aux autorités locales de vraiment l'adapter à leur contexte. Je pense que c'est essentiel. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. Ici, ça répond un peu à la question. Alors, j'espère que ça répond pour le bien de la suite de la soirée. J'aimerais quand même pouvoir laisser la parole à la prochaine question, si ça va pour vous. Du coup, il y a Jate Sanusi qui aimerait poser une question. Alors, je laisse la parole à cette personne. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sanusi Diaité. Je suis un Gambien qui vivait ici à Genève pendant quelques années, depuis 2002. Je suis très, très content de participer dans ce débat-là. Et je vous en remercie beaucoup de m'avoir invité parce que les questions que j'ai quelques questions, mais les premières, c'est-à-dire, c'est par rapport à Ousmane Sonko, qui est ici. Donc, la première question que j'aimerais poser, est-ce que les autorités gambiennes vous facilitent la tâche ou bien ils sont coopérés par rapport à cette situation? Parce que je suis courant qu'il y a des fois l'ancien ministre de la Justice qui est venu ici en Suisse. Et j'ai aussi eu des occasions quand même, une fois ou deux, des amis qui étaient des victimes qui venaient d'autres pays, qui venaient témoigner ici en Suisse. Et maintenant, quelqu'un comme moi, je sais que les prisons qui sont en Gambie et les prisons qui sont ici en Suisse, c'est comme un hôtel, entre l'hôtel et je sais pas comment, on ne peut pas la comparer. Donc, est-ce qu'il y a des moyens quand même de donner les possibilités ou bien les capacités à l'autorité gambienne, par exemple, d'extraditer les prisonniers, par exemple Ousmane Sonko, qui, au cas où si, il devait être en prison, il fait son prison en Gambie plutôt qu'ici en Suisse. Est-ce que ça va du coup si on répond déjà, je crois qu'il y a donc deux questions et j'aimerais peut-être donner la parole à Emeline comme elle connaît bien le contexte gambien et l'affaire. Alors, merci beaucoup, Monsieur Diaité, pour votre question concernant la coopération des autorités gambiennes. Alors, ils ont soutenu cette procédure et puis leur coopération, elle a été plusieurs fois rappelée suite à l'ouverture de la procédure en Suisse contre Ousmane Sonko. Il est vrai, comme l'ont pu mentionner les différents panélistes aujourd'hui, que la Gambie, elle a des difficultés, elle rencontre des difficultés. Elle s'est certes engagée depuis quelques années dans un processus de justice transitionnelle, mais il est vrai qu'il y a certains moyens qui sont limités. Et donc, raison pour laquelle une procédure est pas souhaitable. Et puis, il y a d'autres écueils qu'il faudrait éviter. Les demandes d'extradition, elles sont encadrées. La Gambie n'a pas requis l'extradition d'Ousmane Sonko selon les informations disponibles. Et donc, je ne suis pas en mesure de vous en dire davantage, malheureusement, sur
sur les autres aspects de votre question. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Est-ce que je peux quand même continuer un petit peu ou bien il faut laisser les autres? Si vous avez une dernière question rapide pour terminer la soirée, on va finir avec ça, oui. Mais voilà, je vous laisse si vous avez une petite question. Oui, volontiers. C'est par rapport à VRR, quoi, Truth and Reconciliation and Reparation. On a vu qu'il y a quand même, pour nous, en tant que citoyens, il y a beaucoup de dissatisfaction par rapport à quelqu'un comme moi, je parle en tant que moi, quoi, parce que je suis beaucoup. Il y a beaucoup de victimes qui sont là, mais par contre, on voit très bien que les gens qui sont quand même convestis, comme quoi ils ont tué beaucoup de gens, ils sont à la liberté. Et ça, est-ce que les autorités internationales, ils sont quand même à la lien entre les Truth and Reconciliation Group pour quand même quelque chose de concret qui va après? Qu'est-ce qui va passer par rapport à ces gens-là qui sont encore en liberté? Merci beaucoup. Oui, Emeline, je vous en prie. Je veux bien répondre à votre question. Alors, c'est vrai que la commission Vérité, Réconciliation et Réparation qui est mise en place en Gambie depuis 2019, elle a un mandat particulier. Et ce mandat, c'est de créer cette historical record des human rights, des violations des droits de l'homme qui ont été commises entre 1994 et 2017. Malheureusement, la commission n'est pas une autorité de poursuite, n'est pas une autorité judiciaire. Et c'est là toute la différence, je pense. Il est vrai que dans le cadre de son mandat, elle aura ou elle a pour mandat de faire des recommandations sur les poursuites potentielles de certains auteurs. Ça fait partie de ses pouvoirs. Et donc, il est souhaitable qu'à la fin de son mandat, qui devrait se terminer bientôt, elle puisse faire ces recommandations-là. Ce sera ensuite aux autorités judiciaires nationales et internationales, et d'autres pays si l'opportunité se présente. Et puis, je reprends les propos de Dalila sur les stratégies de poursuite qui doivent être mises en place, de voir si ces opportunités existent. Voilà, on va prendre une dernière, mais alors vraiment toute dernière question de Juliette Esnault. Je lui laisse la parole pour poser la dernière question de la soirée. Alors. M'entendez-vous? Alors, je sais. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, je me demandais, j'avais une question. Déjà, je voulais vous remercier pour ces échanges que j'ai trouvés très enrichissants. Et je me demandais si vous aviez été confronté dans le cadre du travail de vos différentes organisations ou en tant que procureur, si vous aviez été amené à devoir choisir certains dossiers plutôt que d'autres, et si oui, si en raison peut-être du manque de ressources, quels avaient été vos critères de sélection, quel dossier faire avancer en premier et pourquoi? Merci. Oui, alors encore une fois, oui, Dalila. Thanks, Juliette, for the question. Yes, we have different criteria for cases. And this is it's a broader thing on strategic litigation cases. It's not only about the legal avenues, which is, okay, I'm going against this person for a criminal case or a civil case or administrative case. This would be legal avenues that we call. And then, of course, you have the jurisdictions that are available. And as Logan's mentioned before, there's a lot of things to consider, practical situations where the person is. So these criteria are all the time evaluated and assessed by the people behind the cases.
In particular with Civitas Maxima, we of course, we try to have a pragmatic approach to case initiation in the sense that, first of all, we work with 3 main countries, Liberia, Sierra Leone, and Ivory Coast. And in relation to these cases, for example, we try to have, like as mentioned, a pragmatic approach. For example, in the US, we had cases where people were convicted for criminal offenses related to immigration fraud. What I want to say with this is that in the particular case of Jungle Java and Thomas Boevio, these people were charged with these offenses, not international crimes such as crimes against humanity or war crimes, because it was not possible in US. That was not a possibility in US. So what we try to do is to try to see what are the resources that that jurisdiction could give us, because those people were there, and we evaluated the situation. Of course, this is different because this US is a common law country, so victim doesn't have participation. So there were many things involved. It's not so a simple answer. But yeah, we consider many different options, and we try to accommodate to the options that we have, and also what is the desire of the victims. Because, for example, in this particular case that I mentioned in the US, even if the trials were not under criminal offenses, such as war crimes or crimes against humanity, for the victims was a very important step to go to US and testify in front of a court about what they suffered during the war. So at the end, the legal qualification was not like the main thing, it was not an obstacle for us, but this also was discussed with the victims. And of course, there's other criteria in terms of, for example, resources, if it's a case that we can deal with, or if we need to partner with other NGOs. And also, for example, another important element is the grassroots organization. As Caitlin was mentioned at the beginning, it's important to have the connection with the people in the ground. Because we, in the case of Civitas Maxima and trials, at some point, I think that is the same situation. We are an international organization that we have a connection with the countries where these crimes occurred, but we are there and then we leave. And it's important that there's an NGO there that can attend the needs of victims, because it's not that you are there and you take an interview and then you disappear. It's important that to have a follow-up with the victims, to talk to them if there's any risk assessment to consider. So yes, there are many things involved. Sorry if I took more time than expected. Ça va très bien, merci Dalila. Oui, Laurence, dites-nous. Un mot par rapport à la procédure pénale. Évidemment, vous savez tous que dans le cas de la procédure pénale, comme il y a une obligation de poursuivre, on n'a pas la possibilité de choisir ou non de conduire une procédure pénale. Donc, toutes les procédures pénales dont on a connaissance qui nous sont dénoncées doivent être menées. Évidemment, après, il y a une question de priorisation. Et alors, je n'ai pas le souvenir à l'époque que nous ayons dû, avec mes collègues, mettre de côté certaines procédures pour en traiter d'autres. Par contre, il est clair que dans les procédures où il y a un détenu, on est tenu de faire avancer plus rapidement la procédure. Donc, il y a davantage ou plus rapidement les mesures d'enquête qui sont menées dans ces cas-là. Ce que j'aimerais peut-être ajouter, si je me réfère aux discussions que j'avais eues avec les magistrats au Mali, où là, la question s'était vraiment posée de savoir quelle était la stratégie d'enquête à mener par rapport à la multitude de plaintes qui avaient été déposées chez eux. Je dois dire qu'à un moment donné, là, on avait décidé de prioriser les cas par rapport à d'une part, alors certains cas où les témoins, les victimes avaient beaucoup d'informations à donner, donc ce qui permettait d'alimenter plus rapidement, plus facilement la procédure pénale sur la base de leurs témoignages. Après, ce que je trouvais important également, que nous avions discuté au Mali, c'était de faire en sorte de mener des procédures de faire avancer assez rapidement les procédures entre guillemets faciles, c'est-à-dire de pouvoir montrer qu'il était possible d'aboutir sur certains cas
et plutôt que de prendre beaucoup de moyens, de mettre beaucoup de moyens à disposition sur d'autres cas qui étaient peut-être plus importants, plus emblématiques, mais où le résultat allait prendre clairement beaucoup plus de temps. Donc tout ça pour montrer qu'il y avait des résultats qui arrivaient assez rapidement. Voilà, alors écoutez, ça va être le mot de la fin. Je vous remercie encore une fois, Laurence, pour votre rapport. Et toutes les autres intervenantes, Dalila Sewan, Émilie Nescafit, Catherine Weilhammer, parce que vous avez rendu cette soirée possible. Vous avez vu, ça fait presque 2 heures qu'on discute et j'ai l'impression qu'on pourrait encore parler très longtemps de cette question. Tant elle est vaste, tant elle est riche, tant il y a d'implications à la fois politiques, juridiques, culturelles et sociales. Mais en tout cas, merci à vous 4 d'avoir été là. Merci aussi aux participants d'avoir assisté à cette conférence. On espère que ça vous a apporté peut-être de la lumière sur ces questions qui sont complexes, comme on a pu l'énoncer. Avant de vous quitter, on aimerait quand même vous rappeler que demain, il y a aussi un séminaire sur la notion de mémorialisation. Et je ne sais pas si peut-être Nana Jo aimerait dire 2 mots sur ce séminaire demain pour que les gens puissent déjà se préparer et j'espère qu'ils seront aussi là demain. Oui, alors tout à fait, ce sera vraiment plus une discussion entre moi et Emina Rausenbach, ce sera en fait 2 points de vue assez différents vu que je viens plutôt d'une perspective d'activiste et de quelqu'un qui est justement en train de faire tout un travail là-dessus sur le terrain et à l'étranger. Et elle viendra plutôt vraiment expliquer le concept ou le travail. Elle est d'ailleurs en train de publier un ouvrage avec plusieurs auteurs sur justement ce concept-là de la mémorialisation locale, comment en fait elle est ancrée dans les communautés et comment c'est utilisé justement dans le contexte de la justice transitionnelle. Ce sera vraiment un dialogue d'1 heure. Et j'espère que les gens pourront bien pour voir en fait comment ça se complémente vraiment avec tout ce qui est ces questions d'impunité, de justice internationale et voilà. Merci. Merci à vous. Vous trouvez le flyers dans la conversation pour la conférence de demain qui sera en anglais si je ne me trompe pas. Voilà. Donc voilà. Encore une fois, merci à tous, merci à toutes d'avoir été présentes pour cette très belle soirée, cette très belle conférence.